Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Le 11 mai prochain au Parlement européen à Bruxelles, et toujours pas à Strasbourg, sera présenté devant la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres un rapport intitulé, accrochez-vous, « Situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l'Union dans le cadre de la santé des femmes ». Alors si cet intitulé du rapport vous laisse quelque peu pantois, si vous n'y comprenez rien, c'est peut-être normal, c'est même peut-être fait exprès, et donc dans cette émission ce soir nous allons essayer de comprendre ce dont il est question, en quoi c'est important, avec une invitée spéciale, Agathe Villain, qui travaille actuellement avec nous à l'ECLJ. Alors ce rapport va être débattu en session plénière autour du 23 juin, donc d'abord en commission des droits des femmes et de l'égalité des genres le 11 mai, selon l'agenda actuel. Alors, si vous vous souvenez bien que vous êtes un fidèle de l'émission, nous avions déjà abordé ce rapport, plus particulièrement une audience, donc dans une émission précédente. Et donc, j'en profite pour rappeler aux auditeurs que vous pourrez retrouver tous les podcasts de ces émissions sur le site d'RCF, en tapant donc le droit en débat, en vidéo ou en podcast. Donc nous allons essayer de travailler un peu plus sur le rapport concrètement, ce qu'il contient, ce qui est important, ce qui est à retenir. Donc Agathe, je vous cède la parole. Que contient, de quoi est-il question dans ce rapport ? Alors c'est ce que vous disiez, le titre du rapport est assez large, santé, droits sexuels et génésiques. Donc il y a des sujets assez intéressants qui sont traités, même internationaux, comme les mutilations génitales féminines. Il y a des sujets aussi plus d'actualité qui sont même revenus en France, comme les violences obstétricales. Mais dans ce rapport, il y a aussi des sujets qui divisent un petit peu au sein de l'Union européenne. Et il est surtout question de l'avortement et de la liberté de conscience du personnel médical, sur lequel le rapport s'attarde et sur lesquels les obligations des États sont assez importantes. Et alors, comment se présente la logique de tout ce rapport pourquoi l'Union européenne s'intéresse, j'allais dire, à peut-être un sujet international, les mutilations génitales, c'est peut-être pas quelque chose de purement européen. Quel est un peu le contexte ou la présentation de ce rapport Alors, le rapport, quand on le lit au début, on a 3 premières pages qui présentent un petit peu tous les instruments juridiques sur lesquels se fonde le rapport. Donc, on a des sources assez vastes. On a des rapports d'experts onusiens même. On a des rapports de comités d'institutions européennes. Donc, c'est assez large quand même. Et c'est des obligations qui découlent donc, du droit international et européen. Mais en fait, finalement, quand on regarde de près ces sources, on se rend compte qu'elles ne sont pas très contraignantes et qu'elles ne reflètent pas, malheureusement, la position de la majorité des États, ni dans le monde, ni dans l'Europe, surtout. On a des rapports qui présentent des choses intéressantes, mais qui n'ont pas été ratifiés ou signés par la majorité des États européens. Et donc le rapporteur s'appuie sur ces textes donc pour imposer en quelque sorte des nouvelles obligations aux États européens. Oui, exactement. Quand on le lit, il parle bien de droits de l'homme, de valeurs européennes, etc. Mais finalement, on ne peut pas les faire découler de ces textes comme reflétant la majorité des États. Alors j'ai mis quelque chose que j'aimerais dire par rapport à ces termes en fait. Donc les santé sexuelle, droits génésiques, parce qu'en fait en droit international et plutôt on va dire dans le discours des institutions, des organes, c'est un terme qu'on entend en fait depuis 10-20 ans. Ça fait je dirais au moins 20 ans que c'est utilisé, mais 10 ans qu'on entend beaucoup parler donc, de ces droits à la santé sexuelle, droits reproductifs. Voilà, c'est une expression qui se développe. Et qui donc, je crois que c'est bien cité dans le rapport Matich au début, les sources, c'est-à-dire donc des rapports de commission, comité des droits de l'homme, rapporteur spécial donc des Nations Unies, à New York, à Genève. Il y a vraiment eu une montée en puissance de ce terme dans des déclarations et des textes internationaux. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, à l'ECLJ, nous avons travaillé sur ce terme. Et il y a 10 ans encore, on disait, attention, ce terme est trop vague, trop large. Et en fait, c'est un nom de code, une manière de masquer la question de l'avortement. C'est-à-dire, les États s'engagent à garantir les droits sexuels et reproductifs.
En fait, ça implique l'avortement. Et je me souviens encore très bien qu'il y a, je dirais même jusqu'à il y a 5 ans, toutes les institutions ou les ONG qui faisaient la promotion de ce terme disaient non, 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 pas du tout, c'est pas du tout l'avortement, c'est beaucoup plus large, c'est vraiment les droits des femmes, vous pouvez pas être contre, ça n'a aucun sens. Et en fait, aujourd'hui, là, depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est beaucoup plus officiellement assumé. En fait, toute cette promotion qu'il y a eu sur les 2 dernières décennies en droit international de ces termes, santé sexuelle, droit reproductif, a servi en fait à instituer, à pousser ce terme en droit international. Et maintenant, il est utilisé pour faire la promotion de l'avortement. Je crois que vous pourrez le montrer. L'avortement est vraiment promu dans ce texte. Oui, c'est vrai que ce terme un peu générique, quand même, il est utilisé pour inclure beaucoup de sujets, et donc forcément l'avortement. Mais en même temps, il est aussi séparé. Et donc, quand les États européens doivent légiférer sur cette question, les institutions européennes, elles séparent quand même la question. Alors, elles les mettent ensemble, elles les citent côte à côte, mais on ne peut pas dire que l'avortement est considéré comme un droit sexuel ou génésique. C'est une question qui doit être séparée à côté, et qui est plutôt une exception qui est faite au sein de ces droits. Alors, on va voir justement les différents problèmes qu'il y a dans cette résolution. Le droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Alors, donc l'avortement, justement, c'est une question débattue un petit peu au sein de l'Union européenne. On va revenir, je pense, à la Pologne, peut-être si on a le temps en fin d'émission. D'abord, quels sont, selon vous, finalement, les différents problèmes avec ce projet de résolution, le fait qu'il se soit débattu dans l'Union européenne, au Parlement européen? Alors, moi, je pense qu'il y a 2 problèmes principaux dans ce rapport. D'abord, si on enlève la question de l'avortement, de savoir ce qu'on en pense et ce que les États en pensent, c'est que l'Union européenne, d'abord, elle n'a pas de compétences pour traiter de cette question. Faut savoir que quand l'Union européenne a été créée, c'est un rassemblement d'États qui ont décidé de transférer certaines compétences à l'Union européenne. Et le domaine de la santé, il a toujours fait partie des compétences qui étaient restées aux mains des États. Et les traités européens le disent bien. Et cette question de la santé, et plus particulièrement des droits génétiques et sexuels, y compris l'avortement, c'est une question sur laquelle les États, normalement, ont le monopole. Et ce monopole, il est rappelé régulièrement. Et même dernièrement, la Commission a répondu à une question parlementaire. Et je pense que la réponse parle d'elle-même pour bien préciser que l'Union européenne, elle ne devrait pas avoir à statuer sur ces questions. Vas-y, c'était là. Alors, elle dit « Les compétences législatives en ce qui concerne la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, y compris l'avortement, appartiennent aux États membres. » Donc, je pense que c'est très clair, et ça implique bien que les États membres ont la primauté à décider s'ils souhaitent légaliser ou non l'avortement et dans quelles circonstances. Donc là, d'après vous, il y a vraiment un problème de compétence, en fait, vraiment de l'Union européenne. Exactement. Et ce problème de compétence, il a déjà été rappelé par le Parlement européen en 2013. Il y a un rapport assez similaire qui avait été présenté par une députée portugaise, Edith Estrela, et qui portait un petit peu sur le même domaine. Et le Parlement avait clairement rejeté le rapport, simplement sur le défaut de compétences de l'Union européenne. C'est ça. Donc ça s'inscrit un petit peu, on va dire, dans la critique plus générale qui est souvent faite à l'Union européenne, c'est de gagner au fur et à mesure sur la souveraineté des États, hein, puisque Tout à fait. voilà. Et alors, donc ça c'est une question de compétence. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont problématiques selon vous dans ce rapport sur le fond peut-être plus? Oui, en effet. Alors, il y a 2 questions. C'est vrai qu'on en a parlé. Déjà, la question de l'avortement et puis de la liberté de conscience du personnel médical, qui est aussi assez mise à mal. D'abord, sur l'avortement, il faut rappeler qu'il n'y a pas de droit à l'avortement qui est consacré ni en droit européen ni en droit international. L'avortement, c'est plutôt une exception qui est faite au droit à la vie, qui doit être spécifiquement encadrée, qui dispose de limites. Et on le voit bien en Europe, par exemple, c'est souvent dans les États européens limité à 12 semaines. Et là, le rapport, vraiment, ce qu'il promeut, c'est un avortement vraiment sans limite, qui serait autorisé jusqu'à la fin de la grossesse. On demande vraiment aux États de supprimer tous les obstacles autour de l'avortement, comme si vraiment c'était un droit et qu'on en oubliait même la dignité de l'enfant à naître, qui est pourtant vraiment reconnue par
la Cour de justice dans ses arrêts. Et on oublie aussi la liberté de conscience du personnel médical, parce que par exemple, le rapport demande de supprimer tous les obstacles à la pratique de l'avortement et vise particulièrement l'objection de conscience, qui est pourtant aussi protégée en droit international et européen. Et la Charte des droits fondamentaux, elle précise que l'objection de conscience est protégée, et pas seulement pour le service militaire, par exemple, mais bien pour le domaine médical, qui a des questions éthiques et morales, et qui justifie donc qu'on protège certaines personnes de ne pas vouloir pratiquer un avortement, par exemple. Quand vous dites ça, ça me rappelle les débats que j'ai suivis au Comité des droits de l'homme à Genève, à l'ONU, qui a aussi discuté du droit à la vie et qui a parlé donc de l'avortement. Et je me souviens très bien, en regardant les débats, les différents experts cherchaient à garantir le droit à l'avortement et insister sur tous les obstacles qui pouvaient se poser à un avortement. Et finalement, c'était surprenant, parce que toute chose qui découragerait, dissuaderait ou inviterait même à la réflexion une femme qui souhaiterait peut-être pratiquer une IVG était considérée comme un obstacle, y compris donc l'objection de conscience. Et donc, on arrivait à un texte à la fin où on avait l'impression que un quelconque délai de réflexion, une quelconque limitation dans le nombre de semaines, une quelconque objection de conscience qui pourrait retarder le fait de payer, le fait que ce soit pas remboursé, enfin vraiment tout était abordé. Et là, quand vous m'avez montré le paragraphe du rapport Matic, j'ai vraiment retrouvé le même esprit, c'est-à-dire qu'en fait, selon lui, ce qu'il veut, c'est que là, en fait, interdire l'avortement après 18 semaines, pour lui, c'est un obstacle à l'avortement, finalement. Oui, c'est ça, vraiment, il faudrait... c'est un avortement sans limite, donc c'est vrai que tous les obstacles sont visés, et il faudrait... il parle de la gratuité, des soins qui devraient être donnés aux femmes enceintes, aux femmes ayant avorté, même à l'étranger de manière illégale. Donc c'est vraiment un acharnement à vouloir reconnaître un droit et à vouloir supprimer toute opposition ou toute volonté de réflexion sur ce sujet. Et donc ça concerne aussi les médecins, l'objection de conscience. Qu'est-ce qu'il dit à peu près dans ce rapport sur l'objection de conscience ? Alors l'objection de conscience, dans ce rapport, elle devrait être considérée comme un refus de prise en charge médicale, ce qui conduirait à vraiment supprimer la liberté des médecins de pratiquer... Donc il dit clairement comme ça, c'est-à-dire un médecin qui exercerait son droit à l'objection de conscience face à un avortement, ça devrait être qualifié... Considéré comme un refus de prise en charge médicale, oui, absolument. Et donc, comment, j'ai envie de dire, situer ça un peu dans le contexte, quand vous parliez là de délai, je pensais à la Pologne, parce que la Pologne est justement en procédure, en litige, pour faire simple, avec l'Union européenne, en raison de sa loi justement récemment, qui restreint les conditions d'accès à l'avortement au motif du respect de la vie. Donc l'avortement est autorisé, mais dans des conditions très strictes. Et plus largement, pour les pays de l'Union européenne, une majorité très large des pays de l'Union européenne autorise l'avortement. Cependant, c'est quand même toujours exceptionnel. Là, ce rapport va plus loin. Vous pensez que ça peut changer les lois, ou quel va être l'impact en fait de cette résolution sur les États de l'Union européenne ? Oui, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la portée que peut avoir ce rapport, même s'il est présenté devant le Parlement européen et que c'est une résolution qui ne va pas avoir de pouvoir aussi contraignant qu'une directive ou qu'une recommandation. Je pense qu'à long terme, il y a vraiment des effets pratiques qui peuvent se ressentir. C'est vrai que le Parlement européen, quand il vote une résolution, ça permet d'exprimer une opinion, avoir des effets pratiques, de justifier une action ensuite des États membres, des institutions, et ça peut même servir de base à un acte contraignant qui sera adopté ensuite, et donc là qui contraindrait vraiment les États à appliquer dans leur législation un avortement sans limite, avec tout ce dont on a parlé. D'accord, donc c'est bien une résolution, c'est pas une directive, donc c'est pas forcément contraignant pour les États. Non, là ça serait plutôt un avis du Parlement, mais qui pourrait ensuite servir de base à un acte plus contraignant.
Alors dernière question, il nous reste 1 minute, c'est par rapport à l'objection de conscience, je me demande si c'est un argument qui va être invoqué ou pas, parce que donc il va y avoir les débats vraiment, on va dire là c'était en commission, et puis il y aura la plénière, donc c'est vraiment maintenant qu'il va y avoir les amendements qui seront déposés, et qu'il y aura un échange de vues avec peut-être plus de diversité de points de vue par rapport au débat en commission auquel on a assisté il y a quelques semaines. C'est donc la question du fait qu'en fait l'objection de conscience, je crois, est garantie dans le droit vraiment par l'Union européenne, tandis que l'avortement l'est pas. Donc il y a une espèce d'acharnement contre un équilibre qui avait peut-être été un peu trouvé, même s'il n'est pas satisfaisant peut-être pour les deux parties, mais qui est justement un équilibre. C'est que l'avortement est autorisé sous condition, et de l'autre côté, les médecins qui ne veulent pas le pratiquer ont le droit à l'objection de conscience. Et là, on a vraiment plus cet essai d'équilibre, en fait. Comment est-ce que... pourquoi est-ce que l'objection de conscience serait pas mieux garantie, en fait? Est-ce qu'il y a pas... Bah, c'est vrai que c'est ce qui est quand même assez inquiétant quand on lit ce rapport, Oui. c'est que le droit à l'avortement, comme le rapport le défend, en fait, il irait jusqu'à même supprimer les libertés des autres individus. Et quand on loue toujours la diversité de valeurs, d'opinions, en fait, ce rapport, vraiment, il supprime toute opposition et cette liberté de conscience qui est bien protégée en droit européen et international, elle est totalement oubliée. Et je pense que c'est ce qui est assez inquiétant quand ce droit à l'avortement est tenté d'être promu. C'est vrai. Eh ben, merci beaucoup Agathe Villain pour ces Merci. éclairages. Je rappelle aux auditeurs que donc, ce rapport sera étudié en commission le 11 mai et courant juin au Parlement européen. On essaiera de vous tenir au courant des suites. Très bonne soirée sur RCF Alsace et à la semaine prochaine pour le droit en débat.